Qu'est-ce la méditation? Est-ce que yoga et méditation sont deux choses distinctes? Qu'est-ce qui est réellement important quand nous méditons? La rectitude de la colonne, concentration, conscience du souffle. Parlons de tout cela aujourd'hui, mais avant, j'aimerais vous partager la question qui a incité, qui a inspiré cette vidéo. Donc c'était sur notre compte Instagram et la personne demandait, je vais vous lire la question, adepte du yoga et de la méditation, j'ai observé pendant mes séances de la méditation que mon dos très droit au départ a tendance à s'affaisser légèrement par la suite. Je me demande donc si l'attention que je lui porte en rétablissant la rectitude durant la séance n'est pas contraire à l'esprit même de la méditation. Parlons aujourd'hui alors de la méditation. Namasté, je suis Pankaj Sahni, le créateur de Yoga Laboratorium, le site où on ne reste pas juste sur la partie posturale de yoga, mais on parle aussi de la méditation, pranayama, les techniques énergétiques, Ayurveda. Et surtout, on parle de comment cette approche holistique de yoga nous aide dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la méditation et on va d'abord parler de qu'est-ce que c'est réellement la méditation. Ensuite, on va faire une petite interlude et voir si yoga et méditation sont réellement deux voies distinctes et différentes. Et finalement, on va parler de qu'est-ce qui est réellement important dans la méditation. Méditation. Si je m'assis, est-ce que c'est de méditer? Si je me concentre sur une bougie, est-ce que ça, c'est de la méditation? Si je m'allonge et je prends conscience de mon souffle, est-ce que ça, c'est de méditer? Et si je vous disais que tout cela, ce ne sont que des techniques, des processus qui nous amènent vers la méditation. Mais avant tout cela, avant qu'on parle de ce sujet, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi pensez-vous que toutes ces cultures anciennes, comme l'Inde, comme Chine, pourquoi ils ont découvert ces pratiques de la méditation? Pourquoi ils en parlent autant dans nos philosophies orientales? Pourquoi ils considèrent que la méditation est si importante? Quelque part, tout a démarré avec la question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans nos vies. Qui suis-je? Quelle est ma vraie nature? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je suis censé de faire? Alors on va rester sur yoga parce que si on rentre dans toutes les philosophies orientales, on en est pour un certain temps. Mais les sages, dans l'Antiquité, ils ont découvert, je vais utiliser le mot découvert parce que c'est venu à travers le processus d'élimination de logique, etc. Mais pour cela, il y a des textes. Ils ont découvert que ce que nous pensons être, nos pensées, nos actes, nous sommes plus que cela. Nous ne sommes pas juste nos pensées, nos actes, nos désirs, nos aversions. Il nous parle alors de conscience, notre vraie nature. Et cette conscience, on n'arrive pas à la définir. Il n'y a pas des mots qui peuvent la définir. On peut le dire c'est l'âme, c'est le Dieu en nous, c'est l'énergie cosmique. On peut l'appeler comme on veut, mais il n'est pas possible de définir pour la simple raison que les définitions utilisent les paroles, les émotions, les ressentis. Mais tout cela, cette conscience est en train de les observer. Elle est au-delà de tout cela. Elle transcende tout cela. Cependant, ils ont aussi découvert que cette conscience, elle n'arrive pas réellement à reconnaître sa vraie nature pour une seule et simple raison, que les pensées, les processus de notre mental continuent de turbiner. C'est comme si cette conscience regardait à travers des océans enragés où l'eau est en train de partir de droite, de gauche, les vagues qui font 20 mètres, et cette conscience n'arrive pas à reconnaître, à voir sa vraie nature. Et ces mêmes sages ont aussi découvert quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Ils ont découvert que ces mêmes processus qui empêchent la conscience de reconnaître sa vraie nature
sont aussi quelque part la cause de notre souffrance. Ils limitent notre capacité de perception, ou plus exactement, ils filtrent notre perception. Une autre question pour vous. Dans la vie quotidienne, on doit tous prendre des décisions tout le temps presque. Certaines décisions peu importantes, d'autres très importantes. Parfois, il s'agit de décider qu'est-ce qu'on va manger. Mais parfois, il s'agit de décider notre carrière, notre vie affective, notre famille. Quelle est la chose la plus importante que nous avons besoin afin de pouvoir prendre des bonnes décisions? Avoir accès à une information juste. Et ces sages, ils ont découvert que du fait qu'il y a tous ces pensées, tous ces processus dans notre champ du mental, cela impose les filtres de perception. Cela impose des filtres sur tout ce que nous percevons. Les filtres basés sur nos peurs, sur nos préjugés, sur ce qu'on avait appris à l'école, sur ce qu'on avait appris de nos grands-parents. Et chaque chose que nous voyons, il est filtré. Et on n'arrive pas à avoir l'accès à une information qui est juste. Mettons ça en exemple très concret, très pragmatique. Et je pense que c'est un exemple qui va parler à presque tout le monde. On est en recherche de travail. On postule pour une poste. La poste, le salaire, etc., tout a l'air bien. Même le travail, on a l'impression qu'il va nous plaire. Donc on postule, on est pris, le rendez-vous se passe bien. Tout a l'air parfait, sauf un mois plus tard, on se rend compte que le directeur, la personne chargée de notre département, c'est quelqu'un qui est un pervers narcissiste et extrêmement nocif, qui ne cesse de vouloir subjuguer toutes les personnes qui travaillent pour lui. Alors on se pousse, on dit non, on peut tenir, mais ça commence à avoir un mauvais impact sur notre santé. Mais si, lors de l'entretien, on pouvait capter la nature de la personne, on pouvait capter le climat du travail, peut-être on n'aurait pas pris ce travail, ou peut-être, même si on l'aurait pris en connaissance de cause et on s'y attendrait à ce gars qui n'est pas très gentil avec ses employés. Sauf, sur le moment, on avait envie de trouver du travail. On ne regardait pas autre chose. La seule chose qui nous intéressait, c'était de trouver un travail. Une décision qui aurait pu être mieux prise, mais qui était filtrée par du fait qu'on avait besoin du travail. Alors, pour revenir à nos sages de l'Antiquité, ils ont découvert que les mêmes processus qui permettent la conscience de reconnaître sa vraie nature sont aussi valides pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Et une de ces processus s'appelle méditation. Méditation n'est pas quelque chose qu'on fait pour se déstresser. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se relaxer après une longue journée de travail. Méditation, on la fait pour enlever l'obscurité et pour amener la clarté d'esprit. Ce qui m'amène sur le deuxième point que je voulais aborder, yoga et méditation. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas comment. Il a décidé que yoga et méditation sont deux choses distinctes. Yoga, c'est faire les postures. Méditation, c'est s'asseoir et faire je ne sais pas quoi. Sans doute parce que c'est plus facile de vendre ainsi. On simplifie. On fait des postures, on appelle ça yoga. On s'assied, on se concentre, on appelle ça la méditation. J'aimerais juste vous citer les 4 premières sutras de Yoga Sutra. Je vais les chanter d'abord et ensuite je vous donnerai une traduction très simple. Atha yoga anushasanam yogascheta vritti nirodha tada drashtuha swarupe avasthanam vritti swarupayam iteratara. Maintenant, dans cet instant présent, suivant les préceptes et des traditions antérieures, démarre l'instruction de la discipline de yoga.
Se libérer de la continuité imposée par les processus du champ du mental et yoga. À ce moment-là, la conscience, l'observateur, s'établit dans sa propre nature à tout autre moment, confusion avec les processus. Et je vais aussi ajouter un excellent commentaire de Vyasa qui dit, alors je vous le lis, Yoga et Samadhi, qui est une des caractéristiques de notre champ du mental sur tous ces plans d'existence. Les plans d'existence du mental, j'avais écrit un article il n'y a pas si longtemps et je vous mettrai le lien dans la description. Lisez, je pense que ça va vous intéresser. Et pareil, en ce qui concerne le Samadhi, on avait fait une petite vidéo parce que Samadhi, c'est pas l'extase religieuse comme certains la traduisent, c'est encore autre chose. Mais quand je vous donne ces définitions, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de répéter exactement ce qu'on venait de dire à propos de la méditation? Patanjali, quand il écrit les Yoga Sutras, il ne parle pas des postures physiques. Aussi, il utilise 3 sutras pour parler des asanas, qui est encore autre chose. Mais il dédie le livre entier, un chapitre entier, rien qu'à l'art de la méditation. Parfois, j'aime dire, chaque fois que je lis ce mot yoga et méditation, j'ai envie de dire yoga et la méditation, mais même moi, je me trompe là en disant cette phrase, parce que yoga n'est pas la méditation. La méditation, c'est un des processus de la voie de yoga qui va nous amener vers l'état de yoga. Quand on utilise les termes erronés, quand on sépare yoga de la méditation, on est en train de mettre en place les mêmes processus d'une cognition erronée, d'une compréhension erronée, qui sont derrière les mauvaises informations qui nous empêchent de prendre des bonnes décisions. C'est une des raisons, donc une petite interlude, c'est une des raisons pourquoi on a lancé l'enseignement des Yoga Sutras qui se déroule tous les mardis soirs et que vous pouvez également avoir comme un programme self-study si ça vous intéresse. Mais chaque fois que vous méditez, ne vous dites pas que c'est séparé de la voie de yoga. Il n'y a pas yoga et méditation. Méditation est une étape essentielle vers yoga. Parlons alors de ce qui est réellement important lorsque nous méditons, mais avant cela, une autre petite interlude. Oui, je sais, j'en fais beaucoup. Une des choses que j'ai remarquées, de plus en plus d'ailleurs, c'est très souvent, on est en train de confondre une cause pour un effet et les processus pour le résultat recherché. Prenons un exemple. Pourquoi on travaille? Pour gagner de l'argent, entre autres. Pourquoi on veut gagner de l'argent? Pour être bien. J'ai pas tort. On ne veut pas gagner de l'argent juste pour nager comme Scrooge McDuck dans notre argent. On veut la gagner pour être bien. Et pourtant, qui entre nous ne sait pas, à un moment donné, se pousser jusqu'aux souffrances et voire plus, pour travailler plus pour pouvoir gagner plus, en oubliant qu'on faisait tout cela pour être bien, on se fait mal pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a confondu le résultat recherché avec le processus qui nous a amené, ou une des processus qui était censé nous aider et nous amener vers ce résultat. On a confondu l'argent pour le bien-être. On voulait être bien, mais en courant après l'argent, qui aurait pu nous aider à être un peu mieux dans nos vies. Ça aide. Mais en courant après cet argent, on a perdu le bien-être. Dans l'art de la méditation, c'est pareil. Il y a des processus, des étapes qu'on doit mettre en place afin d'arriver à l'état méditatif. Mais très souvent, ces étapes, ils sont confondus pour la méditation. Donc, quand quelqu'un va guider quelque chose, il va dire c'est une méditation guidée. Quand on va s'asseoir et
prendre conscience du souffle, on va dire c'est une méditation. Ça ne l'est pas. C'est un processus qui va nous amener vers l'état méditatif, qui peut nous amener vers l'état méditatif si dans notre esprit, on a cette distinction, ce discernement entre ce que c'est de méditer et ce que c'est un processus qui nous amène vers cet état. Donc, revenons sur le sujet de la vidéo, qu'est-ce qui est réellement important lorsque nous méditons. Alors déjà, il n'y a pas une seule technique, il n'y a pas une seule processus. Il y en a plusieurs. Un processus peut très bien marcher pour une personne et ne peut bien marcher pour une autre personne. Là, je vais vous donner un processus type qui démarre quand on décide que voilà, on va s'asseoir et on va méditer. Ce qui est important dans ce processus, c'est de comprendre que chaque étape, on le fait, on va à la deuxième étape et on oublie la première étape. Donc, c'est comme monter un escalier. On n'est pas tout le temps en train de faire attention à la première escale. On monte pas à pas. Donc, un processus type, c'est... on va démarrer par s'asseoir. Mais ce n'est pas juste une assise physique qu'on est en train de chercher, c'est une assise mentale. Que ce qui était est fini. Ce qui sera n'a pas encore lieu. La seule chose qui est vraie, qui est juste, c'est cet instant présent. Être présent dans l'instant, être enraciné dans l'instant, c'est s'asseoir. Et oui, on peut même être debout et s'asseoir parce que c'est ça qui compte. Que ici, on s'est assis. Ça, c'est la première étape. On en a besoin parce que ça va nous aider à être là. Et notre mental ne sera pas en train de nous jouer des tours et nous amener vers les hypothèses et des regrets et des souvenirs. Deuxième étape, donc, on se pose dans l'instant et après démarre la deuxième étape qui est très souvent, on va chercher la rectitude de la colonne. On va vraiment chercher la longueur de la colonne. Pourquoi on va la chercher? Toute méditation, alors déjà il y a une raison très pragmatique. Parfois durant une méditation, on va rester assise longtemps et si la colonne est tout courbée, ça peut faire mal. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a un mouvement énergétique et tout notre système nerveux qui est placé dans la colonne vertébrale. Donc, si la colonne commence à être contractée, notre système nerveux commence à se stresser. L'énergie commence à être bloquée. Elle n'est plus fluide dans ses mouvements. Ce qui peut et ce qui va générer un stress aussi au niveau du mental et va l'empêcher de rentrer dans l'état méditatif. Donc, on va faire cette deuxième étape et ensuite, on va passer au troisième qui sera la conscience du souffle, qui, en plus de nous aider à vraiment être dans le présent, va aussi commencer à ralentir le mental. Surtout si on commence à prendre conscience des pauses entre inspiration et expiration. Entre expiration et inspiration, c'est comme si le temps commence à s'étendre. Et à ce moment-là, le mental peut commencer à, je ne veux pas utiliser le mot se taire, mais en tout cas, ralentir. Ce qui est important, vous vous rappelez, je vous disais, le mental, c'est comme les océans enragés. Ça va l'aider à devenir un peu plus placide. Et donc, nous permettra davantage de rentrer dans un état méditatif. Et bien entendu, après, on peut ajouter d'autres processus comme les chants de mantra ou concentration sur un objet. Mais quand on parle de la méditation, quand on parle de contemplation, on va vraiment chercher à amener notre attention sur l'objet de la méditation en question. C'est justement pour que la lumière de notre conscience puisse enrober l'objet et comprendre sa vraie essence. Cet objet, ça peut être un verset des Yoga Sutras, de Bhagavad Gita, ça peut être une idée, un concept, ça peut être un mantra, ça peut être toute autre chose. Ça, c'est la partie active de la méditation. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est enrober l'objet
Et après, l'état méditatif viendra ou ne viendra pas. Parfois, ça vient, parfois, ça ne vient pas, ça n'est jamais dans nos mains. Mais le point important ici, c'est que toutes ces étapes, la rectitude de la colonne, la conscience du souffle, une fois on les a placées, après on les oublie. Ils ne sont plus importants. Ils ne sont plus importants. Une fois on a cherché la rectitude, on cherche à rester là-dedans, mais quand on commence à prendre conscience du souffle, on oublie la colonne. On l'a placée, on l'a laissée, et on la laisse faire aussi. Sinon, effectivement, ça va interrompre l'état méditatif. Ça ne va jamais laisser venir cet état méditatif pour une simple et bonne raison que le mental va commencer à s'agiter. Alors, qu'est-ce qui est réellement important durant une méditation? Je dirais qu'avant tout, c'est de capter la nature de la méditation, de discerner la différence entre un processus qui nous amène vers l'état méditatif et l'état méditatif en elle-même. Et ensuite, bien entendu, les processus sont importants parce qu'ils nous permettent d'aller vers cet état. Cependant, une fois on est dans l'état méditatif, tous ces processus, ils n'ont plus leur raison d'être. Il n'est plus important que notre colonne est restée droite ou n'est pas restée droite. Si on cherche à faire attention à que ça, on va passer à côté de l'état méditatif qu'on est en train de chercher. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre un like. Et si les questions vous viennent ou s'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez que nous fassions nos vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Namaste.